Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, RTI, bonjour. La semaine dernière, on a été revenu sur le discours du 14 novembre 2024 de William Lai, qui en fait fêtait le 113e anniversaire de la République de Chine. Dans ce discours, William Lai avait souligné la différence institutionnelle qui est réelle, qui est de fait entre Taïwan et la Chine populaire, puisque Taïwan et la Chine populaire, en fait, répondent à deux constitutions différentes, la Constitution de la République de Chine, la Constitution de la République populaire de Chine. Et la Constitution de la République de Chine est liée à l'émergence de la République de Chine en 1911-1912 en Chine, et celle de la République populaire a été liée à la prise en main de pouvoir, à la prise de pouvoir par les communistes de la Chine continentale en 1949, les nationalistes s'étant en ce moment-là réfugiés à Taïwan. Et dans ce discours-là, William Lai, on l'a dit la dernière fois, il formulait l'espoir que la Chine se joindrait au reste du monde pour apporter des contributions mondiales à la paix et au développement. Et cela, on le sait, passe par le maintien de la sécurité régionale pour le bien-être des populations des deux côtés du détroit de Taïwan. Et aujourd'hui, ce dont on va évoquer, c'est en fait le coût en fait d'une guerre ou d'un blocus de Taïwan par la Chine, dans le coût d'une invasion, le coût d'une guerre chinoise contre Taïwan. Alors, donc il faut rappeler qu'une guerre de la Chine contre Taïwan entraînerait évidemment des milliers de millions de morts, des centaines de milliers, dizaines de milliers de Taïwanais, Chinois, Américains, Japonais. Parce que, évidemment, une guerre de la Chine par rapport visant à prendre Taïwan d'une manière ou d'une autre, ça serait très difficile qu'elle ne déborde pas vers le nord sur le Japon, sur les Ryukyu, vers le sud sur le détroit de Bassy, sur les Philippines, et évidemment jusqu'à Guam, et donc tout touchant les Américains. Donc, du point de vue économique, les effets seraient dévastateurs. On se rappelle qu'avec le Covid, déjà, il y a eu une perturbation des chaînes d'approvisionnement, et ensuite, avec l'invasion par la Russie de l'Ukraine, il y a eu une autre onde de choc inflationniste. Et donc, il faut comprendre qu'une guerre de la Chine à Taïwan, ça serait, c'est la même chose que pour le Covid, la même chose que pour l'invasion de la Russie et de l'Ukraine, mais multiplié par 2, 3 ou 4. Donc ça a été essayé d'être calculé. Par exemple, la Société financière mondiale GTS estimait que la chute à court terme des marchés boursiers pourrait atteindre 34% après une invasion. Bloomberg calculait en janvier 2024 qu'un engagement militaire à propos de Taïwan coûterait environ 10 milliards de dollars et réduirait le PIB mondial de 10%. Et ça, ce sont des estimations en fait assez basses, qui ne prennent pas en compte la possibilité d'une extension en fait mondiale de ce conflit. Et donc la baisse, ça serait en fait 2 fois plus élevée que celle observée au lendemain de la crise financière mondiale de 2008 et de la pandémie de Covid. La PIB de la Chine, qui constitue 17% du PIB mondial, subirait un coup dur, 17% en moins aussi, 40% de PIB en moins pour Taïwan, l'économie serait dévastée. Et s'il n'y a pas guerre, mais simplement blocus ou même maritime ou aérien, et en fait, on verra que c'est en fait les exercices militaires qui ont eu lieu malgré le fait que le discours était relativement mesuré, malgré le fait que l'administration Biden disait qu'il n'y avait pas matière à faire de tels exercices, ces exercices militaires, en fait, vont renforcer le spectre d'une guerre et semblent préparer à la possibilité d'un blocus. Donc, ce blocus, selon Bloomberg encore, Taïwan subirait un impact de 12%, la Chine de 9% et les États-Unis de 4%. Et sans parler des autres pays du reste du monde, et sans parler évidemment de toutes les conséquences annexes. Donc ça serait en gros à minima l'impact. Et donc on pourrait se dire, quand on voit ces chiffres, on pourrait se dire que la Chine, qui a besoin du développement, qui a besoin de croissance, surtout que sa croissance est en berne, à cause du marasme immobilier, à cause de la dette des préfectures, des régions,
des gouvernements locaux. Donc, à cause de tout ça, la Chine aurait besoin de croissance et à cause aussi du fait que ses exportations sont de plus en plus, on va dire, sont de plus en plus mise à mal par des différents tarifs, comme on dit en anglais, par des différents limites douanières. Malgré tout ça, est-ce que la Chine, donc, qui se trouve dans une situation économique morose, pourrait passer le pas? C'est toujours possible. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Chine s'y prépare. Ça, c'est en tout cas à minima ce qu'on peut dire. La Chine accroît sa pression militaire d'année en année depuis 2020. Et le récent exercice donc militaire, épée conjointe 2024B, du lundi 14 octobre 2024, c'est le dernier exemple d'une telle préparation. Alors pourquoi épée conjointe 2024B? Parce qu'il y a eu le 2024A, qui a suivi en fait le discours d'investiture de William Lai du DPP du 20 mai 2024. Donc on voit que la Chine exerce une pression incroyable sur William Lai. Elle a profité du discours d'investiture pour faire ce premier exercice, profiter du discours de la Fête nationale pour faire ce deuxième exercice. On dit profiter parce qu'en fait, quoi que William Lai a dit, la Chine était prête en fait à le faire. Et donc, en mai 2024, comme en octobre 2024, la marine, l'armée de l'air et les forces des missiles et l'armée de la terre de l'APL, donc l'armée populaire de libération, ont toutes été impliquées, ainsi que les gardes-côtes chinois. L'exercice de mai 2024, il impliquait un total de 19 navires, 16 navires de garde-côte, 49 avions, dont 35 ont survolé la ligne médiane du détroit de Taïwan. L'exercice d'octobre 2024, on arrive à 153 avions, et ça en un seul jour, un nombre sans précédent de 25 bateaux de la marine et des garde-côtes chinois qui se sont en plus rapprochés de la zone continue de 24 000 de 39 km de Taïwan. Donc l'exercice de mai 2024, ils avaient duré 2 jours, ils avaient été annoncés. Ceux d'octobre, ils ont duré un seul jour, mais n'ont pas été annoncés. Donc on voit qu'on est dans une gradation systématique, planifiée de ces exercices militaires. Alors ces exercices militaires, bien entendu, ils ont un rôle psychologique, c'est un aspect propagande. Donc, ils doivent coûter, évidemment, une fortune quand on sait le coût d'une sortie en avion aujourd'hui. Faire sortir 153 avions en un seul jour, voilà, c'est des coûts pharaoniques. On voit que donc la Chine ne lésine en rien pour, à travers ces exercices conjoints, créer un sentiment de peur, créer une pression psychologique sur le Parti communiste, créer une pression psychologique sur Taïwan, sur le DPP. Dans le but, en fait, c'est quoi le but? C'est que c'est le but, en fait, toujours, c'est que les électeurs taïwanais aux prochaines élections ne votent plus DPP parce qu'ils comprennent que le DPP c'est le danger et ils votent le KMT. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que 2016, 2020, 2024, ça fait 3 fois que les électeurs taïwanais votent différemment. Donc, en fait, si le but de Pékin c'est simplement de faire de la propagande sur les Taïwanais, ça marche pas. La propagande, elle marche très bien, par contre, sur les Chinois. Et c'est sans doute, comme on sait, c'est très souvent, en fait, le soi-disant soft power, ce qu'on appelle soft power chinois, il divise d'abord la population chinoise. Et ces exercices militaires, ils visent, en fait, à rassurer la population ou à montrer à la population que la Chine est présente, que la Chine ne va pas se laisser faire, que la Chine ne craint pas les États-Unis, que la Chine ne craint pas l'Occident, que la Chine peut se passer de la démocratie. Et en fait, le discours, tout ce discours-là, contre la démocratie, contre Taïwan, contre les États-Unis, contre l'Occident, ça se focalise donc sur ces exercices militaires. Mais en fait, ça serait une erreur de croire qu'il s'agit simplement en fait de discours, de propagande. C'est pas simplement dire quelque chose, ceci faire quelque chose. Okay. Quand on regarde en fait les sondages, si on voit que pour la plupart des Taïwanais aujourd'hui, si on regarde quelles sont les menaces sérieuses qui portent sur l'archipel, on voit que les conditions météorologiques, ça arrive en tête avec 66,7%, les ambitions territoriales de la Chine à 33,9%, et le développement économique qui stagne à 63%. Okay. Et à la question de savoir s'il se battrait pour Taïwan, si la Chine attaquait militairement, en fait, 41,6% des personnes interrogées disent oui.
Donc ce qui est quand même assez impressionnant. Et on voit donc qu'il n'y a pas, pour l'instant, l'exercice militaire pour faire peur, pour dissuader, ne marche pas vraiment. Il a plutôt l'objectif inverse du point de vue psychologique à Taïwan. C'est pourquoi en fait cet exercice, ça serait en fait limité, réducteur de penser qu'il a qu'un but de propagande, un but de discours. Cet exercice, il a un véritable but qui est évidemment de se préparer à la guerre, de se préparer à un blocus, à la guerre et ou un blocus, à la guerre et ou un blocus. Les deux sont possibles et les deux exercices en fait visent en fait à créer la readiness, la préparation des troupes sur ça. Mais on peut se demander aussi, donc d'un côté la Chine se renforce militairement, d'un côté la Chine manifeste en fait qu'elle pourrait créer un blocus à tout moment de Taïwan, créer une guerre à tout moment contre Taipei. Mais en même temps, ces exercices militaires, ils ont peut-être aussi un aspect contre-productif dans le sens où, à force de répéter donc ces exercices 2 fois, 3 fois, donc 3 fois si on considère l'exercice militaire aussi après la venue de Nancy Pelosi en 2022, évidemment, à chaque fois, ça donne de nombreux renseignements sur la manière dont la Chine va s'y prendre. Donc l'élément de surprise, donc il est a priori absent, sauf du point de vue de la date. En tout cas, la Chine en fait montre à Taïwan et aux États-Unis comment ils pourraient s'y prendre pour créer un blocus ou pour créer la guerre. Alors ici, donc c'est vrai qu'on dit souvent que l'objectif ici de la Chine, c'est pas la guerre, c'est pas l'attaque, c'est pas l'invasion. L'invasion amphibie, ça coûterait trop d'hommes, trop d'argent. Peut-être la Chine pourrait en fait bloquer Taïwan et en fait elle obtiendrait la même chose qu'avec une guerre, c'est la reddition. Donc le blocus paraîtrait une manière simple de résoudre le problème. Mais il faut se rappeler qu'en fait un blocus de Taïwan aussi pourrait se retourner contre la Chine. Si la Chine bloquait les exportations d'une île de Taïwan qui représente 90% des semi-conducteurs les plus avancés au monde, évidemment, ça va toucher tout le monde. Et la Chine aussi, si la Chine crée un blocus de Taïwan, les États-Unis peuvent créer un blocus de la Chine. La Chine, en bloquant Taïwan, pourrait aussi se bloquer elle-même. Et il faut se rappeler que la Chine, c'est le plus grand importateur mondial de produits alimentaires. 73% de son pétrole, 40% de son gaz provient de sources étrangères. Donc un blocus de la Chine, un blocus de Taïwan pourra entraîner un blocus de la Chine qui pourrait en fait mettre la Chine elle-même à genoux. Dans tous les cas, en fait, que ce soit blocus ou guerre, il semble très très peu probable qu'un blocus ne débouche pas ensuite sur une guerre, si Taïwan arrive à tenir un tout petit peu. Dans tous les cas, ça serait une situation extrêmement catastrophique pour l'ensemble du monde, mais en fait, ça entraîne quelque chose de catastrophique pour le monde, pour le PIB, pour la paix. C'est peut-être pas forcément la raison qui empêcherait Pékin de le faire. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.